Bon, ce que vous voyez pas devant moi, c'est que là, on en ferait kiffer plus d'un, je pense. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Et oui, je sais, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Et en plus, c'est un épisode un petit peu spécial pour une chose, c'est qu'on va parler matos, du matos porn, quoi, vraiment à fond. Il y a beaucoup de boîtiers et d'objectifs qui sont sur ce bureau. Je suis avec Roland Serviel qui est responsable avant-vente chez Nikon et on va vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a chez Nikon depuis ces 2 dernières années, aussi bien boîtier qu'objectif. Bref, ça va parler matos sur F1.4. Ah, il y en a combien? 3, et 3.6, et 3.9, et 3.12, et 3.15, et 3.18, 20. Plus de 20 optiques. Passons ce côté gear porn comme ça. L'idée en fait de cet épisode, ce que je disais, c'est de montrer les optiques et les boîtiers Nikon, de voir un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Est-ce qu'on peut déjà vite fait faire un petit point sur les nouveautés Nikon qu'il y a eu en 2023 et 2024 jusqu'à, du coup, on est en début avril 2024. Ben, nouveautés, il y a plein de choses. Il y a eu bien évidemment les nouveautés matérielles que tout le monde visualise. Il y a également eu tout ce qui est nouveautés logicielles qui sont à disposition sur notre site web, parce qu'on n'oublie pas que chaque fois qu'on achète une solution Nikon, on achète également les logiciels qui sont en libre service sur notre site web. Et puis on a eu pas mal de nouveautés également dans les mises à jour firmware, parce que la particularité des hybrides aujourd'hui, c'est que ce sont des produits qui sont évolutifs et donc on rajoute des fonctions à chaque nouvelle génération. Et ça a été vrai de façon très forte sur le Z9 il y a 3 mois et puis sur le Z8 il y a 2 mois. Il y a eu quoi du coup sur le Z9? Alors sur le Z9, c'était le boîtier qui était préparé pour les JO. C'était surtout ça qui était flagrant. Donc sur la quarantaine de nouvelles fonctions qui sont arrivées, il y en a pas mal où on a retravaillé l'ergonomie, où on a affiné pas mal de fonctions, mais pour moi il y en a 3 qui sont réellement majeures. Dans le flux des JPEG, c'est une nouvelle correction de bruit que l'on appelle type B et qui fait qu'aujourd'hui à 12 000 ISO, on a sur un 45 millions l'équivalent d'un D5. La deuxième fonction qui me paraissait très sympa également, c'est la gestion des LED, puisque sont arrivés en même temps que les hybrides, finalement, des tas de LED qui scintillent de différentes qualités. Et nous, les photographes, c'est vrai que c'est pas mal embêtant. Et là, aujourd'hui, au sein du boîtier, on raisonne par fréquence de LED et l'appareil photo nous propose les vitesses adéquates. C'est-à-dire qu'il le fait automatiquement? C'est-à-dire que si on détecte que c'est une fréquence de 7000 Hz, il va nous proposer des vitesses qui seront en adéquation avec ce balayage-là. Le boîtier détecte ça? Non, le boîtier, non. C'est à nous de comparer. C'est-à-dire qu'on va faire passer les différents types de fréquences en mémoire pour voir laquelle scintille le plus et être en phase là-dessus. Ouais. Oui, parce que ça peut être super relou. Et quand j'ai tourné du coup cet été, l'été dernier avec le Z9, en vidéo, on peut changer l'ouverture, pas l'ouverture, on peut changer le temps de pause pour aller sur des temps de pause des réglages de fou vraiment très rapprochés pour essayer de trouver aussi le sentiment qui ne se fera pas, quoi. Puis la dernière fonction que j'aime beaucoup, qui est propre au JO, qui est une fonction plutôt de transmission sur FTP, c'est-à-dire que le photographe travaille dans un flux RAW, mais l'appareil photo en post-production va nous transfère en HEIF, et c'est un format qui est non destructeur et qui compresse énormément et qui permet à ce que les images soient transférées 10 fois plus rapidement. À titre indicatif, un RAW c'est 50 mégas, en gros un JPEG en gros 15 mégas, et là les 3 niveaux de compression c'est 4, 2 et 1 méga, quoi. Okay. Donc une bande passante qui sature parce qu'on est sur un bord de stade, parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées, le photographe qui fait confiance en Nikon transférera ses images et puis charge à l'agence après en réception d'avoir une petite mécanique qui reprend l'HEIF pour le retransformer en JPEG et puis le réintégrer dans le flux de diffusion. Donc oui, ça c'était une grosse innovation réellement quand on parle de flux, parce qu'on est quand même sur un boîtier qui est en 5e mise à jour et qui est bien abouti. Ouais. Je me permets une petite blague, on pourrait dire que Nikon est prêt pour les JO contrairement à Paris. C'est ta blague à toi. Ok, donc ça c'est les nouveautés du Nikon Z9. Ouais. Sur le Z8, ils sont arrivés aussi. Alors sur le Z8, on a hérité pas mal de fonctions du Z9, avec notamment l'autocapture qui était très intéressant, qui est ce piège photo qui était propre au Z9 et qui est arrivé sur le Z8 et qui permet à tous les photographes animaliers de déposer un boîtier en mode caméra qui attend, et puis dès que quelque chose passe devant l'optique, l'appareil photo lance sa photo ou sa vidéo. Il y a un infrarouge qui arrive à voir... Non, c'est l'intelligence du capteur. Ça se gère par rapport à la présence qui rentre sur le capteur. Ça peut se piloter à distance, ouais. Donc on peut aussi vérifier si le facteur passe ou pas. Mais c'est qu'il a de l'humour ce matin, le Sébastien. Il faut bien un petit peu, parce qu'on parle matos, tu sais que j'adore le matos, donc...
Tout ce qui est logiciel, ça je vous laisse regarder sur le site du support technique Nikon. Moi, mes coups de cœur, c'est NX Studio, qui lui est une interface simple pour tous les débutants, et notamment pour faire de l'optimisation d'image, du tri, et puis de l'optimisation rapide de fichiers RAW. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'équivalent Lightroom? Alors oui et non. Il est plus facile que Lightroom dans la mesure où on n'est pas obligé d'importer des images, il va directement les voir à la racine. Et là où il est plus débutant que Lightroom est plus convivial, c'est que si vous faites un RAW en Nikon, donc un F en noir et blanc par exemple, l'interface détecte directement les paramètres du boîtier et vous ouvre l'image en noir et blanc. Ce qui veut dire qu'on est plutôt sur une logique de réglage réversible quand on ouvre l'image. Donc ça, c'est le plus simple. Et puis après, c'est un logiciel en effet de tri, retouche globale, retouche sélective et puis partage d'image. Mon coup de cœur également, c'est NX Teaser qui est arrivé en version 2 de façon très discrète. Je crois que c'était en février. Et c'est un outil de, comme son nom l'indique, teaser de capture en direct, à la fois pour de la photographie quand on est en studio ou directement pour de la vidéo quand on est en mode comme aujourd'hui sur une interface de contrôle. Avec un enregistrement du coup via un appareil photo, là on a sur notre ordinateur NX Teaser qui nous ramène le... Exactement, avec possibilité de régler où on range les photos, toutes les chromies possibles, toutes les expositions possibles, et puis un retour du mode de live view avec toutes les aides, des histogrammes, etc. Et photos et vidéos. Quand on achète du Nikon, on a ça en dispo, quoi. On oublie souvent de le dire parce qu'on se focalise toujours sur le matériel qui a une valeur parce que culturellement on est là, mais les logiciels, on les achète également aussi, et puis comme on les met pas dans la boîte, on les met en livre-service sur le site du support technique. Après, il y en a un qui est également que j'aime bien, qui est pas mal répandu en presse, et qui est NX Mobilair, qui est une interface plutôt pour smartphone et qui permet donc d'être en relais de transmission. J'entends par là, quand on est en pro, on envoie souvent par FTP, mais parfois on est obligé de se connecter sur un réseau qui existe et avec des identifiants, des mots de passe. Donc là, le boîtier, il sait pas faire. Donc on prend le relais par le téléphone, et le but du jeu de passer par le téléphone, c'est justement de rentrer dans cette clé réseau, d'enrichir les photos avec un recadrage rapide, d'échange de légendage. Et puis là où il est convivial, et je sais que les copains de l'équipe en rendez-vous, le journal sportif, l'utilisent comme ça, c'est qu'on peut très bien importer sur le téléphone ou sur la tablette, parce qu'ils bossent avec des tablettes, juste l'image qui a été taguée, et ça permet en direct de faire participer son modèle à sa prise de vue alors qu'on est complètement nomade, on est juste filaire, appareil photo, tablette, et dès qu'il y a une photo réussie, c'est tagué, c'est importé, et puis la personne se voit photographier, et du coup ça implique plus dans la prise de vue. Donc ça reste en filaire quand même. C'est forcément en filaire, ouais. NX Mobilair, c'est filaire. Justement, oui, C'est mobile filaire et pas mobilaire. Ça va être long, hein. Parce que là, du coup, on a parlé firmware, on a parlé logiciel, mais du coup, ce qui intéresse vraiment les gens, tu sais, ce qui intéresse les gens. Ta présence. Ma présence, ta présence, savoir nos activités à côté, mais non. Les boîtiers, oui, donc les boîtiers, on n'a pas tout pris, mais oui, certes, donc on connaît le Z9, il a évolué de par ses mises à jour firmware. On connaît le Z8, il continue à grandir. On connaît les Z6 II et Z7 II qui sont des références aujourd'hui, il y en a énormément sur le marché. Et puis le petit dernier de l'été dernier, c'était ce petit néo rétro, c'est le ZF. Il est tout mignon. L'énorme avantage du ZF, c'est plutôt peu de boutons. Donc c'est un appareil photo qui est acheté un appareil photo secondaire de par son look, parce que c'est important l'image que l'on véhicule, parce qu'on est sur des objets statutaires, soit directement de par sa simplicité, parce que si vous regardez dessus, c'est une modèle de sensibilité, des vitesses, des diaphragmes, une correction d'exposition et un déclencheur. Donc appareil photo très simple à ce niveau-là, mais qui finalement intérieurement a beaucoup de fonctions, puisqu'on retrouve le processeur des Z9 et le processeur des Z8. Donc on est sur un boîtier qui est très très rapide en autofocus. À la fois un débutant va s'y retrouver, va utiliser une partie de l'appareil photo, et puis un expert va aller chercher d'autres fonctions où il va se faire plaisir. Moi, il y a un truc que j'adore sur les Z, il peut s'orienter aussi. Mais en fait, c'est un peu plus simple sur le Z6 et Z7, c'est qu'il est juste orientable comme ça. L'idée, c'est qu'on a surtout deux types d'écrans. Il y a ceux plutôt Z6, Z7, etc., Z8, Z9, où on a toujours, quelle que soit l'orientation, parce qu'on regarde dessus, parce qu'on regarde dessous, ou parce qu'on est directement sur le côté, on est
toujours dans l'axe optique, ce qui Ouais. fait qu'on a un Ça, c'est suivi important. d'image qui est relativement facile à faire dès le moment où on a besoin de faire des défis et accompagner. Alors que sur d'autres générations, comme également le Z30, je crois, le ZFC, puis celui-là, c'est plutôt un écran où c'est plutôt le photographe qui sort un petit peu le sujet directement. Donc pour vloguer, pour faire des autoportraits, c'est plus simple avec celui-là. Mais moi, c'est ce qui me plaît aussi chez Nikon, c'est plutôt d'avoir ces écrans qui sont dans l'axe, vraiment qui restent dans l'axe L'optique pour un de meilleur l'optique. suivi, ouais. Et donc ça veut dire que quand je shoot, je peux être comme ça et vous voyez que je regarde ici et ça c'est directement, je vise et je suis pas obligé de regarder à côté comme ça. Et ça c'est con, mais c'est un truc qui moi enfin quand je suis en mariage c'est important. Là encore, que je sois là ou que je sois dans l'écran dans l'axe, c'est bon. Mais si tu vois mon sujet est par là et qu'en fait je suis obligé de regarder là, bah ça me fait bizarre parce que je suis plus en train de regarder mon sujet. Et du coup ça pourrait me servir un jour pour faire pour faire mes vidéos, pour faire des choses comme ça. Tu vois, mais dans une autre optique, si tu m'enlèves le jeu de mots, dans un autre objectif de prise de vue. Donc ZF aussi, comme on l'a dit, ZF un petit peu rétro. Et c'est vrai qu'on peut jouer avec plein de petits boutons. Il y a moins de boutons dessus, mais on peut jouer avec plein de molettes. Et ça fait en plus un bruit super cool. ASMR Nikon, ça serait génial. Je sais pas ce que c'est. Tu connais pas l'ASMR? Et là, vous entendez, je tourne la molette du réglage du temps de pause. Là, c'est la correction d'exposition. Vous en sentez un peu ça? Non, on peut pousser beaucoup plus loin parce qu'on parlait de la mise à jour du Z8. Aujourd'hui, le Z8, il a 5 sons de déclenchement différents qui rappellent des sons d'appareils photo passés. Et sur ces 5 sons, on peut régler également les volumes. T'as un boîtier que tu préfères, toi? Ça dépend des périodes. Actuellement, je suis en Z8, ouais. Et côté focal, je suis souvent au 35-1.8, qui est pas une optique nouvelle, mais qui est juste mon coup de cœur. Et là, de toute la vingtaine d'optiques qui sont sur la table, je pense que c'est la plus usée parce que c'est elle qui documente toute ma vie familiale. Ouais. Sur le Z8 et le Z9, il y a quand même l'autofocus 3D? Qu'on a également sur le ZF, oui, tout à fait, où l'autofocus 3D, c'est juste magique. C'est avec le collimateur, on indique où est notre sujet. Le boîtier l'accroche et le conserve, qui fait que l'on peut décadrer où le sujet peut se déplacer. Et si ce sujet, c'est un être humain, ben, l'intelligence du boîtier fait que même si on lui indique un buste, il va directement partir sur les yeux et accrocher les yeux. Donc ça, c'est des modes de travail qui sont très très faciles. Bon, on peut passer aux optiques. Ben, nouveauté, tout dépend à partir de quand, parce qu'on est quand même l'hybride a commencé chez Nikon il y a 4-5 ans, c'était avec le Z6. Ça reste nouveau. Et en l'espace de 4-5 ans, on a quand même pris plus d'une quarantaine d'optiques. La semaine dernière est sorti le 28-400. Okay. Là, par contre, je l'ai pas amené puisqu'il n'est pas encore disponible, donc on en a qu'un qui se balade en France. C'est une optique qui est très polyvalente. Je l'ai présenté comme étant un couteau suisse. Ben, c'est vrai qu'en Quelle ouverture? F4 8, mais ça permet d'avoir un 400 mm qui ouvre à 8, et si vous le mettez sur un boîtier DX, bah, ça fait l'équivalent d'un 600 mm qui est grand comme ça. Et pour tous nos amis qui sont en balade photographique, qui sont à rechercher à faire de l'oiseau, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui inventorient comme ça la faune et la flore, c'est une optique qui est très légère et qui est très efficace. À 1549 €, c'est rare. Cette optique-là, qui était également très intéressante, qui est donc un 600 mm, qui nous permet donc de travailler à main levée. Donc certes, il ouvre à 6.3, mais il a une stabilisation redoutable, une gamme ES, des boutons personnalisables. Et puis quand je vous dis qu'il est léger pour 600 mm, on est d'accord, je le tiens du bout des doigts. Attends, tu te fous de ma gueule, c'est un mug. C'est pas un mug. C'est pas un mug. Ah non, le 70-200, il est mis plus lourd, quoi. Ouais, carrément. Ça se joue à pas grand chose, mais en effet. Ah non, il est léger. Enfin, vraiment, il est. Alors, la légèreté fait surtout qu'on peut faire du 600 mm en main levée. Et c'est là que ça change. On est beaucoup plus réactif, alors que jusqu'à présent, les 600 mm, c'était des optiques d'affût. Donc, on était posé, on attendait le sujet, on l'accompagnait pas. Parce que juste à côté, on a quand même celui-là. Qui est sorti également l'été dernier, le 180-600. Et là, je peux vous dire que c'est autre chose. J'ai testé avec celui-là, j'ai tenté de faire la lune, mais à main levée. Et je t'avoue que entre la choper, pas la décadrer et tout ça, en vrai, j'ai un doubleur ici. Non, la vraie question, c'est le choix. Est-ce que j'achète un 600 ou est-ce que j'achète un 180-600? Que là, on va plutôt aller chercher davantage de polyvalence en reportage. Ouais. Voilà, ça reste quand même une belle optique. Et en plus, ce qui est bien, c'est même si on zoome, il ne bouge pas. Non, et puis surtout, ce qu'il faut relever, c'est pas le fait qu'il se déplace pas, c'est surtout le fait que le zoom est quart de tour. On passe d'une extrémité à l'autre. Moi, j'ai un petit coup de cœur aussi, qui est le Plena. Et donc, pourquoi celui-là a un nom? C'est optique prestige, c'est ce côté exceptionnel, c'est ce côté prestige,
c'est toutes les personnes qui font des photos au Plénat économisent pour l'avoir, quoi. Est-ce qu'on est sur quel prix sur celui-là? On est dans les 3 000 €. Ça reste moins cher que le Noct. Ça reste moins cher que le Noct, ouais, tout à fait. Mais pourquoi cette optique, elle est magique de par son écriture? C'est sa façon de gérer les flous d'arrière-plan. Ok. C'est sa façon de gérer les arrondis des points lumineux, à la fois au centre, à la fois sur les bords. Donc, ouais, elle a une écriture affirmée. Donc, c'est un 135, j'aurais tendance à dire, d'artiste au départ. Mais il y a de l'autofocus. Et on a des autofocus 3D et des autofocus qui ont énormément évolué sur les boîtiers, qui fait qu'aujourd'hui, on peut utiliser cette optique également en reportage malgré son ouverture. Et quand on commence à faire de la photographie sportive, mais qu'on va plus loin que la simple collecte de l'action, mais qu'on commence à avoir une écriture artistique, ben on donne une dimension à la photo qui est complètement différente et c'est tout l'enjeu de cette optique. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur, quoi. On a plus intérêt à investir dans de l'objectif, puisque ça, c'est des choses qui vont nous garder pendant longtemps. Et c'est vrai que les boîtiers, certains les gardent un petit peu. Non, et puis la politique Nikon, elle est relativement clair là-dessus et je vais parapher un acheteur d'une agence de presse qui a chaque année un budget pour l'ensemble de ses 10 photographes et qui nous remerciait parce qu'il dit ils avaient acheté les Z9 dès leur sortie et tel qu'ils fonctionnaient au préalable, ben, c'était l'année où ils devaient renouveler les Z9, sauf qu'il n'y a pas de partie mécanique, donc il n'y a pas d'usure, il y a des évolutions firmware. Donc le mec il a dit merci, les boîtiers on les garde et ce budget-là on va compléter avec de l'optique et on va compléter avec de l'optique qui vont nous permettre d'avoir d'autres types d'images. Donc il y a toute une cohérence que je trouve très très intéressante aujourd'hui dans l'approche de Nikon. Ouais. Alors donc là on est sorti sur des belles optiques prestige. Mais, oui, là vous vous êtes fait plaisir chez Nikon. Mais en parallèle on a des optiques dans les 500 € comme notamment le 26. Moi j'adore le 26, c'est une optique de street photographie, c'est une optique discrète, c'est une optique que l'on garde toujours en bandoulière, etc. En fait elle est très conviviale. J'ai un petit faible également pour le 28 et le 40. On appelle ça des pancakes parce qu'ils sont quand même assez... C'est un peu plus que là c'est des gaufres là, plutôt non? Ouais, si tu veux. Et puis il y a des surprises. Le 42, la plupart des personnes... Attends, le 40 qui ouvre F2, pas le 42 mm. Hein. Alors si vous rajoutez l'accent du sud-ouest et du Pays Basque, je suis persuadé que tous nos amis du nord de la Loire, je les ai perdus. Le 42, il y a toujours 2 approches sur cette optique-là. Les gens ils regardent le prix, ouais, ok, pas très cher. Ils la sous-pèsent, ouais, c'est pas lourd. Ils regardent, baïonnette légère qui n'est pas en métal. Donc les gens ils la posent. Je leur dis non, fais quand même une photo avec. Et là ils font une photo, ils regardent, ils disent ah ouais. Et c'est une optique qui a cet effet-là, qui a un flou également d'arrière-plan qui est juste génial, un angle un petit peu plus grand que notre classique, donc qui permet de faire d'autres choses derrière. Et j'ai notamment 2 photographes de presse qui font du rendez-vous et qui sont amoureux de cette optique-là et qui ont des couvertures de magazines qui sont sorties avec et c'est juste magique. Ouais. Il est discret surtout. Quoi. Et puis il est discret, il est léger. Et... Je viens de les prendre, je les avais pas pris en main encore, mais j'ai pris celui-là, donc c'est le 28. Je l'ai acheté, mais il y a rien dedans. En fait, c'est une boîte à meux. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est l'effet, c'est ce que j'ai écrit il y a 2 minutes. Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, encore celui-là, je pense qu'il doit peser un petit 50 grammes en plus, un truc comme ça. Nikon a un réseau de distribution photo. Il y a beaucoup d'optiques aujourd'hui qui sont en stock dans les magasins. Vous partez avec votre appareil photo, vous partez avec une carte et vous demandez à les sortir des vitrines pour tester, faire des photos avec, parce que c'est trivial, mais je compare toujours l'achat d'une optique comme l'achat d'une paire de chaussures. Il y a le look extérieur, il y a ce que l'on en dit, et puis il y a la façon dont on la ressent. Et c'est pour ça que c'est important d'aller chez des spécialistes images, d'ouvrir les vitrines, de dire ouais, c'est pour moi ou c'est pas pour moi, et puis de faire 2-3 déclenchements, quoi. Je vais pas te dire le contraire, et puis même si vous êtes à Paris, allez au Nikon Plaza. Donc avec Thomas, Cyril et Hugo, qui vont du coup vous accueillir avec un grand sourire. Est-ce qu'il y avait autre chose dont tu voulais parler en nouveauté? On est bien là. On est bien? Parce qu'on a parlé firmware, on a parlé logiciel, on a parlé des boîtiers, on a parlé des optiques. J'ai demandé sur mes réseaux des questions, s'il y avait des questions à te poser. J'ai eu plein de questions, mais je vais te poser 2 questions. Enfin, 3 questions, parce qu'il y en a, elles se ressemblent beaucoup. La première, qui est une vraie question. Est-ce qu'il y a sur le Z8 la possibilité de brancher un SSD pour la captation vidéo? Non. Si on veut capturer sur un disque dur, ce sera le disque de l'ordinateur, et à ce moment-là, on va passer par l'interface NXteaser. Donc en gros, on le branche sur un ordinateur à côté, et il enregistre sur le disque de l'ordinateur. J'ai pas de capture en direct. Un USB-C ou en réseau. Hein. Oui, sur le Z8, il y a 2 prises USB-C, et la deuxième, tu mets l'adaptateur USB-C RJ45. On peut mettre un adaptateur USB-C RJ45. Ok. Et NXteaser permet de piloter en filaire LAN plusieurs boîtiers et t'alternes de l'un à l'autre. Et du coup, NXteaser peut devenir une petite régie vidéo où j'alterne une caméra et puis l'autre. Deuxième question, est-ce qu'on peut avoir des réductions? Tout le monde a des réductions dans les périodes promotionnelles. Bien vu, bonne réponse. Donc pour ça, vous inscrivez sur la newsletter de Nikon directement depuis notre site web. Comme ça, vous serez
être informé de toute l'actualité de Nikon et donc de l'actualité tarifaire. Et troisième question, où là vraiment j'ai plein de questions là-dessus, mais genre à quand le 35 1.2, à quand l'évolution du Z5, à quand l'arrivée du Z6 III, à quand l'arrivée du 105 1.4, du 35 1.2, mais j'en ai déjà parlé, des hybrides Red Nikon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu toutes les nouveautés qu'il va y avoir, puisque tu m'as dit que tu savais tout jusqu'à la fin de l'année. Des scoops, hein. Vous voulez savoir les trucs que Nikon Rumeur ne sait pas. Vous voulez qu'aujourd'hui sur la chaîne de Sébastien, je vous révèle le plan produit de Nikon sur les 3 ans à venir? Vas-y, tu peux le faire. Tout ce qui est confidentiel reste confidentiel. Il est clair qu'un appareil photo comme des optiques, c'est plusieurs années de préparation. Quand on les annonce, forcément, elles ont été produites, elles ont été testées. Donc, je compare toujours ça, les annonces, à un pâtissier. On s'imagine un mariage, on choisit le gâteau, on le prépare, etc. Et puis, quand il est prêt, on rentre dans la salle et c'est l'effet waouh. C'est un petit peu la sortie d'un produit. Et c'est vrai que pour moi, et là je parle à titre perso, la rumeur est très désagréable parce que ça veut dire que quelqu'un est allé en cuisine, a vaguement goûté quelque chose, a peut-être pas compris la totalité de l'intérieur du gâteau et colporte une rumeur qui est pas toujours fondée. Donc non, faites confiance au plan de communication de Nikon, c'est aussi mon job. Et quand on est prêt à parler d'un produit, on vous l'annonce et c'est une superbe fête. Je vous avais prévenu sur Instagram que vous ne pouviez pas poser ce genre de questions, mais c'est toutes les questions qui reviennent. Et je vous dis, moi, je ne suis pas au courant. Lui, il est au courant, mais lui, il travaille chez Nikon. Moi, c'est pas parce que je suis Nikon créateur que j'ai le droit de savoir tout ça. Moi, je sais les choses quasiment comme vous, en fait. Donc, j'en sais rien. Objectivement, j'adore que tout le monde se pose des questions sur la suite parce que ça prouve bien qu'il y a un intérêt à la marque. Et je me ferai du souci le jour où on me posera plus de questions sur l'avenir de Nikon. Est-ce que quelqu'un quand même avait raison dans les questions? J'essaye d'en voir moins détourné. Donc là, l'idée maintenant, c'est qu'on va sortir une deuxième vidéo, on va l'enregistrer maintenant sur tout le matériel adapté à chaque pratique, donc portrait, reportage, studio, tout ce genre de choses. Et merci Roland. Plus tard. Cette fois, je te dis merci parce que j'ai plus les questions. Vous aurez les liens dans la description pour le matos, vous allez pouvoir voir vos revendeurs chez tous les revendeurs, en fait, Nikon. C'est ça, si on doit synthétiser, c'est je me connecte sur Nikon.fr pour aller chercher les logiciels et être au courant la veille. La chaîne YouTube Nikon France également. Et puis dès le moment où vous passez à l'acte d'achat, poussez la porte d'un magasin, c'est pas simple. Échangez avec le référent, qui sont toujours des personnes qualifiées, parce que je les ai également en formation, donc je m'attache à ce qu'ils disent, à ce qu'ils racontent de belles histoires. Et puis tester, aller avec votre appareil photo, et puis monter une optique, et puis échanger. Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre toi, ou tu préfères rester corpo et on parle que de Nikon? Moi, à titre perso, je publie peu, mais je surveille beaucoup. Donc oui, si on connaît mon prénom, mon nom, on tombe sur mon Instagram et sur mon Facebook. Par contre, oui, ces derniers temps, j'ai plutôt pris un petit peu le pilotage de la chaîne YouTube Nikon France et je m'attache à mettre pas mal d'informations sur nos produits. Si vous voulez aller plus précisément sur une optique ou sur un boîtier, avec Ludovic, on se filme. Donc tantôt l'un est devant la caméra, tantôt l'autre est derrière la caméra et puis on a quelques contenus comme ça. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis maintenant à dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo sur Nikon ou sur autre chose, peut-être qu'on va mettre une autre vidéo entre deux. Et entre-temps, sortez. Est-ce que tu connais pas la fin? Tu me déçois là. Donc je vous dis à très vite. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Il le savait.